Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est Territoire d'Info, la deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale, avec les télés locales de France, avec les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde. Voilà, aujourd'hui l'invité politique sur ce plateau en direct, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne. Vous avez fini à 1h16 exactement à l'Assemblée nationale hier soir, donc merci d'être en direct sur ce plateau ce matin. Le budget, vous savez, il faut en parler à toute heure du jour et de la nuit. C'est exactement ce qu'on va faire avec Oriane Mancini, de Public Sénat, chargé des opérations spéciales, entre autres de la chaîne. Merci d'être là. Cyril. Et avec Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien du plus grand quotidien francophone du monde, qui est Ouest France. Bonjour. On démarre avec cette polémique ce matin. Édouard Philippe, chez nos confrères d'RTL, il y a quelques minutes, vient de dire qu'il assumait complètement le recours à un avion privé qui a été affrété pour revenir de Nouvelle-Calédonie pour un coût de 350 000 €. Est-ce qu'il faut encadrer mieux les frais de déplacement des membres du gouvernement ? Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a un budget des ministères dont j'ai d'ailleurs porté une partie pendant la commission spéciale élargie qui s'occupait de ce sujet à l'automne. Donc ça sera dans le budget et donc on a prévu des moyens et donc ils sont utilisés. Moi j'aimerais surtout qu'on parle de ce que Édouard Philippe a été faire en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il a raison d'assumer alors? Bien sûr qu'il a raison d'assumer. C'est une fausse polémique que le Premier ministre ait les moyens de travailler, de se déplacer avec les 40 personnes qui vont en Nouvelle-Calédonie préparer un 6 000 € par personne, il paraît que ça fait. Moi j'ai regardé. Si vous regardez les billets d'avion en business pour faire Paris-Nouméa la semaine prochaine, ça coûte 7 000 €. Donc je pense qu'on n'est pas du tout en train de parler de quelque chose. C'est beaucoup d'argent, certes, mais quand vous avez un Premier ministre qui va en Nouvelle-Calédonie préparer un processus de consultation complexe sur un sujet compliqué... C'est parce qu'il est haut dans les sondages qu'on l'attaque comme ça ? Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une difficulté en France de parler des sujets de fond. Il faut absolument qu'on... Pourquoi aujourd'hui, ce matin, on ne parle pas de ce qu'il a été fait en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi on ne parle pas du fait qu'on a un territoire français, qui doit avoir maintenant potentiellement un nouveau statut, qu'il y a des élections importantes à organiser, qu'il faut que ça se passe dans la concertation, qu'il faut que ça se passe bien, et que si le Premier ministre prend du temps pour aller rencontrer les acteurs et préparer cette consultation, parlons de ça. Je pense que ça intéresse d'abord plus les Français que de savoir effectivement qu'il y a des moyens de la République qui sont mis à la disposition d'un Premier ministre et de ses équipes pour faire leur travail. Alors, on en a parlé en Nouvelle-Calédonie, on va parler de sujets de fond de la croissance. L'INSEE a annoncé hier relever sa prévision de croissance en France pour 2017 de 1,8 à 1,9 %. Est-ce que ce bon chiffre, selon vous, il est dû à l'action du gouvernement ou simplement à la conjoncture ? Il est lié aux deux. On a une conjoncture mondiale, c'est un fait. On a aussi des réformes qui ont été lancées dans les derniers mois, dans les derniers trimestres, voire dans les dernières années, qui ont été dans la bonne direction et sur lesquelles il faut absolument qu'on soit lucide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'on conserve, voire qu'on renforce. Et puis il y a bien sûr aussi le fait que notre majorité, notre gouvernement, on a prévu de faire plein de choses qui soutiennent cette croissance. La première, c'est qu'on réorganise le marché du travail pour que le travail paye et qu'on puisse créer de l'emploi. La seconde, c'est qu'on se redonne tous les moyens d'investir et que donc cette croissance mondiale, on puisse en bénéficier à plein. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un différentiel de croissance entre l'Europe et la France. La croissance mondiale, elle est mondiale. Comment nous, la France, on arrive à avoir le même élan. Et puis aussi, comment on tient nos engagements. Et tenir nos engagements, c'est effectivement que cette croissance soit une croissance qui soit durable et qui ne soit pas une croissance sous perfusion de dépenses publiques. Vous savez, pendant des années, vous avez un chiffre qui est assez parlant. Depuis les années 80, on a fait croître autant le PIB en volume que la dette. Ça veut dire qu'en moyenne, 1 point de croissance du PIB en volume, donc vraiment la vraie croissance, pas celle qui est liée à l'inflation, elle était globalement sous la perfusion de la dette. Il faut qu'on sorte de ce système-là, c'est tout l'enjeu de notre budget, c'est tout l'enjeu de notre politique, et donc je pense qu'effectivement, le cycle nous aide, le cycle mondial nous aide, comment nous maintenant, on en tire toutes les opportunités pour surtout recréer de l'emploi en France, c'est ça notre objectif. Vous venez d'évoquer Stéphane les décisions Vernet qui ont été prises ces dernières années. Quelle est la part, quelle est la part de responsabilité des gouvernements Hollande, du quinquennat Hollande? J'ai beau être une économiste, je ne vais pas vous dire 42%, 37%. Non, mais voilà. quelques mesures qui... Vous avez dit qu'il y a eu de bonnes mesures. C'est lesquelles, par exemple? Pour moi, la bonne mesure, c'est de considérer que exporter, retrouver de la compétitivité, redonner des marges à nos entreprises, c'est pas un gros mot, c'est essentiel. Des entreprises qui n'ont pas de marge, c'est des entreprises qui ne peuvent pas investir, des entreprises qui n'investissent pas, c'est des entreprises qui ne peuvent pas se préparer au marché de demain et c'est des entreprises qui ne peuvent pas embaucher. Donc ce qui a été fait sur le CICE, c'est une prise de conscience collective qui a été politiquement, à l'époque, un grand débat. Aujourd'hui, notre gouvernement se dit on arrête ce système compliqué de crédit d'impôt, on essaie de le rendre vraiment dans le coût du travail. Cette mesure-là, c'est une bonne mesure. Ensuite, il y a eu beaucoup de discours sur l'apprentissage, il y a eu beaucoup de discours sur la formation. On essaye, nous, de leur donner concrétude, une vraie application, une ambition, je pense, un peu plus grande. Mais on ne peut pas nier que, comme certains chocs
en tout cas collectif, de prise de conscience de l'état de la France et surtout de l'état de nos PME, c'est là que ça se passe. Il y a 140 000 PME aujourd'hui en France qui ont en moyenne 30 salariés. Le but, c'est que ces PME grossissent et que surtout, elles aient les moyens d'investir. Toute notre réforme fiscale dans notre budget a pour objectif de permettre aux PME d'investir. Pas parce que l'investissement, ce serait une formidable idée. Parce que quand vous investissez, vous regardez à 10 ans, et quand vous regardez à 10 ans, vous dites qui sont les personnes, les hommes et les femmes qui ont besoin d'aller avec moi dans ce projet, et dans ce cas-là, vous embauchez. Vous parliez de vos mesures, Amélie de Montchalin. Il y a un autre chiffre. Vos mesures, elles représenteraient 4,5 milliards d'impôts supplémentaires l'année prochaine sur l'ensemble des ménages. Est-ce que les Français doivent se préparer à un coup de massue fiscal au premier semestre 2018 ? Alors, il se trouve que je suis économiste et que j'ai lu pendant des années ces rapports de l'INSEE. Il se trouve aussi que l'INSEE décrit un monde qui n'est pas celui dans lequel les Français vivent. Les Français vivent, ils vivent pas dans le monde des prélèvements obligatoires au sens de l'INSEE. Ils vivent avec une feuille de paye et une feuille d'impôt. Si je vous parle de la feuille de paye des Français, il y a effectivement des prélèvements obligatoires, puis aussi des compensations. Ces chiffres, par exemple, ne prennent pas en fait qu'on compense les fonctionnaires de manière agrégée du fait que la hausse de la CSG va se passer. C'est 2 milliards. Donc déjà, le 4,5 milliards devient plus que 2,5 milliards. Ce chiffre comprend la hausse de la taxe sur le tabac. Mais c'est assumé que effectivement, on va taxer plus le tabac et qu'on pense que c'est important en termes de santé publique que les Français qui fument aient un cadre économique d'incitation fiscale qui les pousse à consommer moins. Moi, je veux donc vous parler de la feuille de paye des Français. Quelqu'un au SMIC, avec notre politique, va avoir 20 € de prime d'activité de plus par mois. Pas pris en compte dans les mesures dont on parle. Le Français au SMIC va avoir une augmentation de SMIC de 1,24%, 18 € de plus par mois. Le Français dont on parle va avoir une augmentation de 15 € de plus parce qu'on va baisser les charges et que effectivement ça compense la hausse de la CSG. Au total, un Français au SMIC en 2019, parce que c'est à ce moment-là que les mesures sont totalement mises en œuvre et elles vont se mettre progressivement en œuvre en 2018, gagne plus de 300 € de plus par mois. Très bien pour un Français au SMIC, mais les classes moyennes supérieures notamment, est-ce qu'elles doivent s'attendre à 300 € de plus par an, et au niveau par mois, on est à peu près à 35 € de plus par mois. Faut pas que je... Et sur les classes moyennes, juste sur les classes moyennes supérieures, est-ce qu'elles vont avoir un coup de massue fiscale ? Classes moyennes supérieures. Alors je vous parle des classes moyennes supérieures, je vais vous parler du prélèvement forfaitaire unique, qui, sur tous leurs revenus de l'épargne, leur donne un coup de pouce. Je peux vous parler aussi de ce qu'on fait sur la taxe d'habitation, qui concerne quand même des classes parfois moyennes, alors supérieures, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, mais ça concerne beaucoup de gens. On fait aussi des choses sur la garde d'enfants, on fait des choses sur beaucoup de domaines où effectivement... Donc vous contestez ces chiffres de l'INSEE, ce 4,5 Ces chiffres, c'est des chiffres, vous savez, c'était mon métier avant. C'est des chiffres qui sont hyper agrégés, qui ne parlent pas de ce que vivent les Français. Ça montre aussi que notre architecture budgétaire, elle est tellement compliquée. Vous savez, on regarde le PLFSS séparé du PLF. Quand on parle de prélèvement obligatoire, là, on oublie de parler de la prime d'activité. La prime d'activité, c'est un énorme investissement pour que le travail paye. Donc, on a demandé à l'INSEE de bien préciser ses calculs. Et je peux vous dire que dans notre budget, quand, avec Gérald Darmanin, on a présenté notre livret du pouvoir d'achat, ce livret du pouvoir d'achat, il permet de voir les choses au niveau de là où ça se passe, là où vous le vivez. Ah oui, c'est très intéressant, c'est très concret, mais c'est 2019 quand les mesures seront jouées à plein. Et il ne va pas y avoir un petit décalage l'année prochaine avec une augmentation de la CSG dès le 1er janvier et puis des baisses de charges progressives, la suppression de la taxe d'habitation progressive. N'ayez pas peur que les Français soient déçus en se disant on nous promet une amélioration de nos pouvoirs d'achat, mais concrètement, qu'ils ne vivent pas une amélioration si spectaculaire que ça l'an prochain. Alors, en 2018, il y a deux choses qui se passent. Au 1er janvier, il va exister ce décalage ou pas ? Au 1er janvier, vous avez une première hausse qui correspond à un tiers de la hausse de pouvoir d'achat de l'année. Au 1er octobre, vous avez les 2 tiers suivants. D'accord ? Donc, en fait, sur l'année 2018, quelqu'un au SMIC, c'est plutôt de l'ordre de 130 € par an qui gagne juste par le mécanisme charge CSG. Mais en 2018, vous avez aussi la suppression d'un tiers de la taxe d'habitation. Et ça veut dire qu'à l'automne, 80% des Français qui payaient la taxe d'habitation vont découvrir qu'ils vont payer un tiers de moins. À l'automne, mais entre le 1er janvier et le 1er octobre... Effectivement, on n'a pas changé la date de prélèvement de la taxe d'habitation. On s'est dit que ça aurait été un peu visible de dire on va changer le calendrier pour que les gens le voient tout de suite. Moi, j'avais vu un sondage pendant le budget qui m'avait beaucoup intéressé. C'était 80% des Français ne croient pas aux baisses d'impôts. Je dis, vous savez, les baisses d'impôts, c'est pas une religion. C'est pas une question d'y croire ou pas, ça va se voir. Au 1er janvier, les gens vont voir qu'effectivement, les charges baissent, la CSG augmente un peu, et donc effectivement, il y a une hausse de pouvoir d'achat limitée. Elle sera beaucoup plus importante au mois d'octobre, et elle sera totale en 2019. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est qu'on a des mesures, elles sont annoncées, elles vont se produire, elles sont dans les textes. Elles sont dans les textes d'ailleurs pour 5 ans.
Le budget, c'est un budget sur 5 ans. C'était jamais produit qu'une nouvelle majorité arrive et pose un cadre pour 5 ans. Vous parlez beaucoup de budget, mais il y a en ce moment un bras de fer entre le Sénat et l'Assemblée sur le budget. Justement, comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que pour vous c'est une pure opposition de principe, ou sur le fond, quelle est la divergence de vue entre les sénateurs et les députés? La plus grande divergence de vue, elle est ce qu'on entend aussi, vous savez, quand on est à l'Assemblée, qu'on écoute le groupe Les Républicains, c'est sur le prélèvement à la source. Là-dessus, il y a eu beaucoup de choses. Ensuite, moi, j'ai été assez étonnée, pour tout vous dire, un peu de la schizophrénie, on va dire, du Sénat dans ses votes. C'est qu'à la fois, collectivement, ils nous disent qu'il faut absolument qu'on tienne la dépense, il faut absolument qu'on tienne nos engagements. Enfin, quand les textes nous viennent du Sénat, ils sont dégradés budgétairement. Le PLF, il y avait 3 milliards de déficit total en plus, sachant qu'en parallèle, ils n'avaient pas voté 50 milliards de dépenses, pas voté le budget de l'agriculture, pas voté le budget de la justice, pas voté le budget de la sécurité, ce qui pose quand même un problème de positionnement politique. Je veux bien qu'on soit... Pour vous, c'est plutôt une opposition de principe? Non. Et ensuite, là, sur le PLFR, qui est un texte de fin d'année, il y a des centaines de millions de dérives budgétaires. Donc moi, j'ai un peu du mal à comprendre, quand les textes nous reviennent, quelle ligne politique est suivie par le Sénat. Mais j'ai le même problème quand je regarde le groupe Les Républicains à l'Assemblée. Quelle est la ligne politique de ce groupe? Il y a autant de points de vue que de députés. Le prélèvement forfaitaire unique, j'avais fait un peu d'humour avec les députés de la majorité en disant, vous savez, on n'a qu'à voter les 3 amendements qui nous sont présentés à la suite par les Républicains et ça annule entre eux. Donc, moi, mon sujet, c'est pas une question même d'opposition entre le Sénat et l'Assemblée. Mon sujet, c'est quelle est la ligne politique aujourd'hui des Républicains, manifestée par ce qui se passe au Sénat, et quelle est la ligne politique des Républicains à l'Assemblée. Aujourd'hui, elle est compliquée à suivre et surtout, elle n'est pas totalement cohérente entre un discours qui se veut de « on sera les maîtres de la maîtrise budgétaire » et puis le concret des textes qui nous rendent. Amélie de Montchalin, vous parliez il y a quelques instants de ces Français au SMIC. Un groupe d'experts préconise une réforme du mode de calcul du SMIC. Est-ce que, selon vous, il faut revoir ce mode de calcul? Moi, sur le SMIC, c'est très simple. La position que j'ai, c'est le SMIC, c'est essentiel à garder comme plancher collectif du coût du travail. D'accord ? C'est essentiel et il faut qu'il soit revalorisé, ce plancher. Donc ça, voilà, il n'y a pas de débat à avoir. Il y a un autre débat qui est par contre, au-delà du coût du travail, quelle est la valeur qu'on donne au travail. Et la valeur qu'on donne au travail, c'est où se passe la négociation de son salaire. Dans les ordonnances, loi travail, on a été extrêmement clair pour dire qu'il faut qu'il y ait à nouveau des dialogues salariaux entre les employeurs et les salariés. C'est pas normal que vous soyez, comme on le disait, scotché au SMIC et vous savez, au décret ministériel toute votre vie. Donc que votre augmentation salariale, quel que soit le travail que vous faites, augmente parce qu'il y a un ministre qui a signé que c'est 1,24 et que l'année prochaine, ça sera 1, je ne sais pas combien. Donc il y a le plancher, essentiel à garder et à revaloriser. Bien sûr, pas de baisse du SMIC, c'est pas du tout ça dont on parle. Après, il y a la méthode d'indexation et la méthode de revalorisation, c'est un sujet technique. Et ensuite, le deuxième sujet qui, je pense, est très important, c'est au-delà du coût du travail, quelle est la valeur qu'on donne au travail, où se passe le dialogue de négociation salariale. C'est Amélie de Montchalin, la députée de La République En Marche de l'Essonne, qui est notre invitée politique ce matin dans Territoire d'Info. On passe à la question de la loi immigration. On connaît les grandes lignes du futur projet de loi immigration-asile, elle s'appelle, de Gérard Collomb. Il propose entre autres de réduire les délais de traitement des demandes d'asile ou encore d'allonger la durée légale de rétention dans les centres, passant de 45 jours à 90 jours. Est-ce qu'il y a une radicalisation de la politique migratoire du gouvernement, Amélie de Montchalin? Alors, moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans le texte, puis il n'a pas été présenté. Donc, comme vous dites, on connaît les grandes lignes. Oui, on connaît ces deux jambes. Si ça allait dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une radicalisation? Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pragmatisme. On sort de 30 ans où on a un peu tout mélangé. Moi, ce qui est important à voir, c'est que l'immigration, c'est une politique publique. C'est qui vient en France, pour quelles raisons, dans quelles conditions. C'est une politique publique. Il faut qu'on soit clair sur la loi, il faut qu'on soit clair sur son application. Et puis vous avez une deuxième jambe qui s'appelle le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un droit fondamental pour des personnes qui sont en risque. Et il faut qu'on soit bien meilleur dans l'accueil de ceux à qui on donne un droit fondamental d'asile. Et il faut qu'on soit beaucoup plus clair et beaucoup plus ferme à ceux qui, dans le cadre de notre politique publique, ne respectent pas notre politique publique. Il n'y a pas une évolution de la position du président de la République là-dessus, depuis sa campagne? Je pense qu'on est exactement, si vous regardez le discours d'Orléans du président de la République, de juillet, il a toujours dit il faut qu'on accueille beaucoup mieux, qu'on intègre beaucoup mieux ceux à qui on donne le droit d'asile et une fois que vous avez vos papiers pour être en France, et une fois que vous avez des papiers, et une fois que vous avez le droit de rester en France, il ne faut pas que vous restiez des gens de seconde classe, de seconde zone. Ça, c'est un pied très fort. Et vous avez de par ailleurs une politique publique de l'immigration sur laquelle il faut qu'on soit bien meilleur. Quelques chiffres. On a triplé le nombre de demandes d'asile en un peu plus de 3 ans. Et on n'a toujours qu'un tiers des personnes qu'on souhaite reconduire à la frontière qui sont effectivement reconduites à la frontière. Ces deux chiffres-là, pour moi, ils parlent énormément. Ils montrent que depuis des années, on hystérise ce débat.
On explique qu'il y aurait, vous savez, ceux qui auraient du cœur et ceux qui auraient juste la fermeté avec eux. C'est l'un et l'autre. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est un texte construit, un texte équilibré, qui soit très clair sur notre jambe, droit fondamental, droit d'asile, comment ça fonctionne. Pourquoi on met 14 mois à donner une réponse à quelqu'un sur la réceptabilité de sa demande d'asile. Est-ce que vous êtes tous sur la même ligne au sein de votre groupe, au sein de La République En Marche à l'Assemblée ? Alors, on est sur la ligne qui est celle de notre président, qui est de dire il faut qu'on fasse des choses équilibrées et qui fonctionnent surtout. Et qui fonctionnent. Je vois partout fleurir des articles expliquant qu'on serait en train de se battre, etc. Déjà, ça fait pas débat entre vous. Alors, ça fait débat dans le vide. On n'a pas le texte. Soyons des gens précis. Vous reconnaissez différentes sensibilités. Mais bien sûr qu'il y a sensibilité parce qu'il y a ceux qui considèrent qu'ils ont plus leur cœur porté sur comment on fait vivre ce droit fondamental. Et puis vous avez ceux qui disent, moi je pense qu'il faut absolument qu'on applique le droit à l'immigration. Donc ça existe dans le groupe. Mais parce qu'on parle de deux sujets à la fois. D'ailleurs, le texte s'appelle immigration-asile. On parle de deux sujets. Il faut que ces deux sujets soient pris correctement. D'une manière plus générale sur d'autres questions, est-ce que vous avez le sentiment qu'après 6 mois d'exercice de la majorité, le fait que le président ait plutôt déplacé le curseur à droite, non, vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse? Je ne peux pas vous laisser dire qu'on a déplacé le curseur à droite. Au sein de votre groupe, est-ce qu'il n'y a pas justement des dissensions avec des gens qui au départ croyaient un certain nombre de valeurs, s'y retrouvent plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez des discussions franches et ouvertes sur ces questions entre vous ou pas du tout? Alors, nous, on a des discussions franches et on a une règle entre nous qui a été posée par Richard Ferrand au début et que je pense qui est essentielle, qui est ayons des débats de conviction, des débats de faits, des débats instruits. Il n'y a pas de doute. Pas de débat d'opinion. Je ne pense pas qu'il y ait de doute, en tout cas, si ce doute. Il y a des débats, c'est normal. Tous les textes sont compliqués. C'est compliqué de regarder un sujet sur lequel, pendant 30 ans, globalement, vous avez eu des hésitations, vous avez eu des... Sur quoi est-ce que vous allez discuter le plus entre vous, du coup? Sur quel thème? Moi, je pense qu'il y a... Ce qui s'est passé à Cahors la semaine dernière, je pense que c'est très important. Pour moi, le débat principal dans notre majorité, mais comme dans tous les groupes politiques, c'est moins un débat de valeur ou de droite-gauche. On est très clair sur ce qu'on veut faire. On a fait campagne sur 3 objectifs. Redonner de la valeur au travail et recréer de l'emploi. Recréer une France juste et qui investisse dans son avenir et que chacun, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, trouve une place dans la France de demain et qu'on construise sa place. C'est pour ça qu'on investit dans l'éducation notamment. Et puis, un pays qui tient de ses engagements, qu'on ait une parole sur tous les sujets. Et donc ça, c'est des valeurs... Juste, je finis sur la question. Pour moi, le débat principal, c'est un débat de quelle est la France qu'on construit. Est-ce que la France des territoires, c'est là qu'à mon avis est le débat le plus compliqué. C'est un débat historique, c'est un débat de vision de ce qu'est la France, entre les urbains, les ruraux, entre les métropoles. Il nous reste très peu de temps, Amélie de Montchalin. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur l'Autriche. Le gouvernement autrichien formé il y a quelques jours 3 ministères régaliens qui reviennent à l'extrême droite. L'Autriche qui prendra la présidence de l'Union européenne au mois de juillet. Emmanuel Macron veut faire de l'Europe un enjeu majeur de son quinquennat. Pourquoi son silence sur ce sujet ? Je ne pense pas qu'il ait été silencieux. Je comprends qu'il y a eu des échanges extrêmement poussés entre lui et le nouveau président autrichien, notamment pour que le secrétariat d'État aux affaires européennes autrichien soit rattaché au président lui-même et ne soit pas laissé à l'extrême droite. Je trouve que cette situation est préoccupante. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'on peut avoir dans des pays qui pourtant sont prospères économiquement des partis extrêmes qui fleurissent, qui agitent les peurs, qui montrent que la solution, elle n'est pas dans la construction collective, elle est dans le repli sur soi. On connaît ça en France, on voit bien qu'il faut être extrêmement vigilant, il faut que la Commission européenne joue pleinement son rôle, tout comme dans certains pays de l'Est, à chaque fois qu'il y a eu des dérives, notamment de remise en cause de principes fondamentaux, que ça soit bien le cas, d'avoir un suivi. Et donc je ne pense pas qu'il y ait de silence. L'engagement européen d'Emmanuel Macron est total. Et je ne pense pas que ça soit un gouvernement en Autriche, quel qu'il soit, qui change sa vision. Autre actualité de la semaine, quel regard vous portez sur les démissions massives au Conseil national du numérique ? Je porte le débat qui est une ligne claire, c'est quand vous parlez plus des personnes que du contenu, c'est qu'en priori il y a un problème. Il y a pas un problème de méthode de la part de Mounir Majoubi quand même ? Il y a surtout aujourd'hui un des énormes défis dans le numérique qui doivent se faire avec une forme de consensus. Ce conseil numérique, ce n'est pas une association, vous savez, de gens et d'experts qui doivent être réunis pour donner leur avis. C'est un conseil d'avis au ministère. Si on n'arrive pas à avoir une composition qui fasse consensus, qui permet de travailler, globalement, c'est qu'on a un problème. Je pense qu'aujourd'hui, Mounir Majoubi travaille à reconstituer un groupe de travail serein sur des questions importantes, l'inclusion numérique, la couverture du territoire, comment ceux qui ne savent pas aujourd'hui avoir accès au numérique... On est obligé de passer à la séquence. Voilà. Merci. Merci à vous, Amélie de Montchalin, députée de La République En Marche de l'Essonne, d'avoir été l'invitée de Territoire d'Info. On passe à débrief de vos propos dans un instant.
Voilà, Amélie de Montchalin, notre invité politique, quitte ce plateau. Députés de la République En Marche de l'Essonne font leurs entrées. Sébastien Lacroix de l'Union de Reims, rédacteur en chef de ce grand quotidien régional, et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Les journaux qui sont dirigés, enfin le Midi Libre, par Philippe Pallat. Voilà. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, à Édouard Philippe, cette polémique. Ce matin, on en a parlé dans la première partie de cette matinale d'info. Il assume complètement d'ailleurs le recours à l'avion privé ce matin à la radio sur RTL, Édouard Philippe. Est-ce qu'il faut encadrer mieux les frais de déplacement des membres du gouvernement? Est-ce qu'il y a déjà une circulaire qui est suffisante, Zoé Cadio? Alors il y a une circulaire, non, mais en tout cas c'est une revendication de l'association Accord qui dit qu'on a déjà réglementé au niveau des frais des députés. Pourquoi ne pas le faire au niveau de l'exécutif? C'est une question qui se pose réellement. Voilà. Cette députée qu'on vient de recevoir de la République En Marche, donc Amélie de Montchalin, elle pense que le Premier ministre a complètement raison. Oui, et puis elle rappelle qu'il y a un budget qui est prévu et que donc ça vient se défalquer sur les dépenses budgétaires de Matignon et que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un voyage qui rentre dans le clou des prix des billets classiques en première classe pour faire Tokyo-Paris. Tout dépend de la saison et tout dépend quand est-ce qu'on prend le billet, je dirais. Oui, mais je ne pense pas que la polémique va faire... je pense qu'elle va faire long feu. Enfin, c'est quoi? C'est les bons sondages pour l'exécutif qui font que... voilà, on cherche à atteindre le Premier ministre. Il y a cette petite musique aussi. Il y a, à mon avis, cette chasse à tout ce qui peut s'inscrire en désaccord avec des discours ambiants sur la rigueur budgétaire, sur la rigueur des dépenses, sur la difficulté qu'il y a pour les Français à vivre cette période-là. Et donc, il est normal qu'il y ait cette surveillance accrue de la part d'associations comme Anticor ou d'autres pour les dépenses. Mais bon, ça ne va pas aller bien loin. Amélie de Montchalin, elle a souligné l'action positive qu'avait menée le Premier ministre en Nouvelle-Calédonie, Zoé Cadio. Et donc, elle dit qu'il faut que l'État ait les moyens aussi de faire voyager un Premier ministre et de faire avancer les choses. Je suis d'accord avec elle, mais quand il est parti à l'aller, il avait pris l'avion militaire, il n'avait pas du tout recouru à cet avion privé. Effectivement, l'argument est recevable, comme on le disait en première partie, en disant qu'il y avait une réunion avec le Conseil de défense qui avait été avancée à 8h, et que le président et le Premier ministre ne devaient pas être absents tous les deux du territoire. Je l'entends, mais j'entends aussi que il y a peut-être eu une précipitation qui n'était peut-être pas justifiée. Deuxième thème, les impôts. Sébastien Lacroix, vous avez entendu Amélie de Montchalin, c'est une économiste, elle est députée de la République En Marche de l'Essonne. Voilà, alors on a parlé de beaucoup de choses, le budget, le CICE, avec une prise de conscience collective, a-t-elle dit? Ça vous a intéressé, ça, j'ai vu tout à l'heure. Oui. Bon, il est exact que les indicateurs sont bons sur l'économie. 1,9. 1,9, que François Hollande doit se dire... Vraiment, j'avais raison, mais trop tard. Que normalement, les Français devraient commencer à avoir les fruits de cette croissance retrouvée. Moi, Amélie de Montchalin a été extrêmement précise, nette. Enfin, c'est un bel exercice d'explication. Elle a souligné à un moment que finalement, du côté de l'opposition, il n'y avait pas d'argument crédible. Et je crois que c'est politiquement un élément très important, c'est-à-dire que sur toutes ces discussions-là... On ne voyait pas la ligne politique sur ces sujets. Pardon ? On ne voyait pas la ligne politique, a-t-elle dit, sur ces sujets. On voit le travail qui est mené par le gouvernement, mais du côté de l'opposition, on ne voit pas de ligne politique, effectivement. Et ça traduit ce déficit qu'il y a dans notre démocratie actuellement, qui est que l'opposition ne soit pas crédible, que ce soit à gauche ou à droite. Le temps, peut-être que Laurent Wauquiez prenne ses marques, mais pour l'instant, il n'y a pas de discours construit qui vienne s'opposer à tout ce qui Alors, il n'y a pas de discours construit, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut voir aussi l'état de l'opposition à l'heure actuelle, donc c'est peut-être pas illogique. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris dans le propos d'Amélie de Montchalin ce matin. Elle est économiste, et c'est bien la première fois qu'elle a remis en cause, je dirais, un peu les résultats de l'INSEE, en disant, vous savez, quand notre confrère de Ouest France, et elle a dit oui, 4,5 milliards de hausse d'impôts, attendez, c'est des choses, on oublie les 2,5 milliards qui vont être liés à la baisse des impôts. Donc c'est la première fois que j'entends une députée remettre en cause, futur ministre, remettre en cause un peu l'analyse de l'INSEE. Donc je trouve ça surprenant. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être pas dans le sens qu'il leur faut. Et je trouve aussi assez
je dirais, j'ai un léger sourire quand je l'entends dire qu'en fin de compte, non, toutes les promesses vont être tenues, mais elles vont être différées. Et elle prend comme exemple la taxe d'habitation, alors qu'elle sait très bien que la taxe d'habitation, elle ne répond pas à la question de ma consoeur Ariane quand elle lui dit mais et les classes moyennes supérieures, qu'est-ce qu'on en fait? Tout de suite, elle met en avant l'argument de la taxe d'habitation. Mais on sait tous autour de cette table que la taxe d'habitation ne touchera pas les classes moyennes. Donc il y a un problème dans le discours. Par contre, elle a un discours sur les PME, 140 000 PME qui ont 30 salariés. Oui. Donc elle dit qu'il faut qu'elles grossissent absolument et que c'est la priorité du gouvernement de les faire grossir. C'est l'alégisement d'emploi, enfin. Ça, c'est exact et on le constate beaucoup dans les régions où on est assez proche des PME. C'est que la croissance dans nos régions, je pense que c'est pareil chez vous, vient des PME et non pas des grands groupes. Et donc, tout ce qui doit être fait pour faire grossir les PME doit être fait. Alors, il y a des fléchages fiscaux, il y a des fléchages sur tout ce qui est orientation de l'épargne des Français qui est censé aller vers les PME. Ce sont, on va dire, des bonnes intentions. Après, il faut arriver à voir si ça marche ou pas. Ça marche, on le voit d'ailleurs en Allemagne. Le succès de l'économie allemande repose essentiellement sur le succès des PME. Sur le succès des PME. Et quand on prend l'Italie, ce qui marche en Italie, ce sont les grosses PME. Tout à fait. Merci beaucoup Sébastien Lacroix, rédacteur en chef de l'Union de Reims, Zoé Cadio de l'Indépendant de Perpignan et du Midi Libre d'avoir débriefé les propos de notre invitée Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, qui était notre invitée politique ce matin. On passe au Zap Monde, c'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ça ensemble. Lundi, Bachar al-Assad attaque violemment les autorités françaises, accusées d'avoir soutenu les rebelles syriens en 2011. C'est connu que la France était le porte-drapeau du soutien au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ses mains ont plongé dans le sang des Syriens depuis les tout premiers jours et on ne considère pas que la France a changé de position. Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix. Des propos que la France ne tolère pas. Avant Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est le chef de la diplomatie française qui avait lancé la charge lors d'un déplacement aux États-Unis. Quand on a passé son temps à massacrer son peuple, on a généralement un peu plus de discrétion. Devant l'escalade des tensions avec la Corée du Nord, Ottawa et Washington veulent se montrer unis. Forcer Pyongyang à abandonner son programme nucléaire par des leviers diplomatiques. Sinon, la pression internationale ne fera qu'augmenter, prévient Rex Tillerson. Pour mieux coordonner leurs efforts, le Canada et les États-Unis coprésideront une rencontre à Vancouver réunissant plusieurs pays le 16 janvier. Une approche diplomatique est nécessaire, est essentielle et est possible. J'ai décidé de nommer comme nouveau négociateur en chef l'ancien vice-président Gustavo Bell pour diriger la délégation et avec lui nous allons former l'équipe qui l'accompagnera à partir du 9 janvier. Une nomination annoncée par le président de la Colombie, Juan Manuel Santos. Il faut dire que le dossier est essentiel pour Bogota. Le LN est la dernière guérilla active en Colombie, en guerre depuis 53 ans contre le pouvoir central. Comme il l'a fait avec les FARC, le gouvernement colombien veut donc faire la paix avec ce groupe de près de 2000 combattants. Là-bas, les artistes comme Kim Chung-yeon sont soumis à des années d'entraînement, des régimes alimentaires et des lignes de conduite drastiques dictées par leurs agents qui veulent à tout prix conserver l'image propre de leur poulain. Je pense que notre pays a beaucoup d'attentes et d'exigences envers les célébrités. Il était quelqu'un de sensible, il a dû endurer beaucoup de choses et le cacher. Dans un message d'adieu, le chanteur explique que la dépression a eu raison de lui et qu'il voulait qu'on se souvienne, selon ses mots, qu'il avait travaillé dur et fait du bon boulot. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.